Alors David, aujourd'hui, tu es un des pionniers en fait de la VR. Tu as commencé pas simplement dans l'industrie, mais aujourd'hui chez Dassault Systèmes, quel est ton rôle? Bonjour, oui, je vais répondre. En tout cas, je te remercie pour ton invitation. Oui. Et je remercie ma femme Virginie de s'occuper de nos 3 petites, les emmener à l'école, parce que ça me permet d'être ici avec vous. Moi, je viens en fait du monde de la création, même très artistique. J'ai bossé 8 ans auprès de Maurice Benayoun, entre autres, à faire des installations interactives pour des musées, des parcs à thème, et des lieux où le public pouvait justement interagir avec du digital, déjà immersif, entre les années 95 et 2002. Donc, c'est l'illustration de ce dont parlait hier le directeur de la stratégie de Dassault Systèmes, c'est de l'imaginaire que vient l'industrie. En tout cas, il vaut mieux commencer dans le monde de l'imaginaire pour après comprendre et maîtriser ces choses-là dans l'industrie. Je pense que c'est plus facile que dans l'autre sens, parce qu'on a l'esprit peut-être un petit peu plus ouvert. Mais de manière plus globale, oui, ce que disait Sébastien Massari hier est clair. En fait, les mondes aujourd'hui de la création digitale ou de la création d'objets qui finissent dans le monde réel, donc plutôt le monde de Dassault Systèmes, sont en train de se rencontrer de manière très très forte, parce qu'on ne peut pas concevoir une ville, un immeuble, sans en fait réfléchir à comment on y vit, comment on se projette justement dans cet espace-là et ce qu'on y fait. Et donc c'est bien la matière première, c'est bien l'imaginaire. Et Dassault Systèmes travaille depuis longtemps avec des philosophes et des personnes qui nous accompagnent justement dans cette réflexion, qui n'est pas technologue, comme peuvent l'être celles des grands acteurs américains, voilà, mais vraiment sur comment on vit en fait et l'expérience du vécu. Je voulais insister sur l'industrie parce que le sentiment en général, c'est qu'il n'y a pas d'écosystème pour l'immersif, alors que quand je regarde l'activité de Dassault Systèmes, c'est quand même une société qui fait 5 milliards d'euros de chiffre d'affaires, c'est quand même une société qui vaut 63 milliards en bourse et qui est un des acteurs majeurs de la transformation en général. En fait, pourquoi l'industrie n'est pas reconnue? Est-ce qu'elle s'est trop cachée ou est-ce qu'elle a d'abord été dans des laboratoires? Reconnue dans le monde de la réalité virtuelle? Dans le monde général, la perception générale, par exemple des journalistes. Ah oui, c'est vrai que c'est un peu sale, c'est un petit peu, c'est pas très noble. Pas encore. Pas encore, mais parce que peut-être que jusque-là, on n'avait pas donné complètement les moyens aux créatifs, aux designers, aux gens qui pensent le monde, justement, qui sera après fabriqué. On leur avait pas assez donné les moyens de s'exprimer et donc de donner à vivre plus tard des espaces beaucoup plus humains, beaucoup plus vivants, beaucoup plus expérientiels. Et c'est peut-être ça. On va t'écouter dans cette présentation. Je vais t'interrompre. C'est un dialogue, c'est le principe, parce qu'on ne parle pas simplement, disons, aux initiés, on parle aussi à une audience qui est très large, qui découvre. Oui. N'hésite pas. Voilà. N'hésite pas. Alors, tu es évangéliste? Oui, ça c'était mon Twitter, en fait, quand j'ai commencé à ouvrir mon compte. C'est vrai que j'ai passé beaucoup de temps à promouvoir, en fait, ce qu'est l'immersive virtuality. J'expliquerai un peu comment je l'écris, mais en gros, en quoi ces technologies immersives apportent de la valeur et de l'intérêt pour leurs utilisateurs et pour l'industrie qui les utilise. Donc j'ai beaucoup évangélisé dans mon parcours. Puis c'est un nom qui existe beaucoup dans les sociétés américaines. En France, c'est moins courant. Yes. Continue. Indeed. Oui, donc je vais passer très très rapidement, mais vous irez voir Zeda. Donc ça, c'est la partie où tu as été créatif. Voilà, j'ai travaillé pendant 8 ans. C'était vraiment dans l'audiovisuel ou dans la création Pas de prod 3D, on faisait des films d'animation et beaucoup de temps réel. Et puis à un moment, on s'est dit, mais oui, le temps réel, on peut aussi le faire. Et tu es ingénieur aussi quand même? J'ai une double casquette, j'ai une formation effectivement d'ingénieur. Supélec. Mais j'ai aussi fait un DEA et un master recherche et une thèse que j'ai finalement pas soutenue en esthétique, sciences et technologie des arts à Paris 8, à ATI, une formation géniale qui justement forme des cerveaux un petit peu mixtes, qui font des bonnes passerelles entre justement les créatifs et les techos. On voit toute la création que tu as faite. En tout cas, une partie de celle. Voilà, donc ça c'est quand? C'est dans les années. Donc c'est début des années 94-15 par là, jusqu'à 2002 et quelques. Et comment se fait la bascule vers l'industrie? Ah oui, bonne question. En fait, dans cette petite boîte Zeda, on avait développé de la technologie qui permettait de réduire en gros diviser par 2 le prix d'un système Cave, donc ces grandes salles immersives, on en voit une là où il y a écrit SAS Cube Zeda. Donc ces grands systèmes-là nécessitaient une grosse machine très chère et nous on a un peu inventé le Cave sur PC avec 4 PC en gros synchronisés. Et ça a plu à Dassault Systèmes? Ah non, ça a plu à Virtools. Ah, Virtools. Donc Virtools c'était un peu le Unity des années 2000 pour ceux qui connaissent, c'était un moteur de jeux vidéo et en fait on a créé ce premier moteur de jeux vidéo capable de faire de la VR qu'on a co-créé, marketé ensemble entre la petite boîte Zeda et Virtools et puis la petite boîte Zeda a connu des aléas financiers indépendants de ce que moi j'y faisais. Et finalement, j'ai rejoint Virtools comme chef de produit. Je me suis devenu éditeur de logiciel. Et un an ou 2 plus tard, Dassault Systèmes a racheté Virtools. D'accord.
Donc c'est une des briques qui a permis à Dassault Systèmes de prospérer, quoi. Bon. Pas vraiment. D'accord. Pas vraiment, mais ce n'est pas forcément super intéressant. Aujourd'hui, donc moi, j'ai créé une activité d'innovation ouverte chez Dassault Systèmes autour des technologies immersives. Ça s'appelle le Ivy Lab. Et cet Ivy Lab a fusionné ou a rejoint en fait le 3D Experience Lab, qui est le grand lab d'innovation de DS. Dans lequel DS, c'est Dassault Systèmes. Ouais, c'est Dassault Systèmes. C'est histoire de ne pas dire Dassault, évidemment. On ne fait pas des avions, mais d'accord. On fait des logiciels et solutions sur le cloud. Je ne suis pas tant là pour vendre ça. J'avais prévu de vous parler un petit peu de la FXR. Oui, je t'en prie. C'est le bon moment ? Ouais. La FXR, c'est une association, c'est la grande association française qui fédère donc les utilisateurs, les acteurs des technologies immersives et de leurs usages, qui regroupe une dizaine de collèges, qui est vraiment représentatif de toute la profession. Et tu la diriges, co-diriges ? Je l'ai co-créée. En fait, c'est la fusion entre l'AFRV, qui est une ancienne association qui était plutôt scientifique et industrie, et UniXR, qui était plutôt nouveaux médias, 360, storytelling, et plus le monde ici de l'industrie créative et culturelle. Donc tout ce petit monde, on a fusionné, et j'en suis un des animateurs importants. Donc, juste, d'abord, je voulais te remercier puisque tu fais partie des partenaires professionnels de Merci. Voilà, on se auto-congratule avec PXN et le Media Club. Et ça a été un élément important pour nous puisque ça nous a permis justement de trouver, de rencontrer beaucoup des acteurs qui viennent d'autres univers pour justement faire évoluer les perceptions. Donc on aura, je pense, l'occasion d'en parler plus tard, notamment au CITEM. Absolument. Donc, oui. Alors allons-y, parce que cette introduction tourne. était importante. Elle est importante parce qu'elle permet de bien situer d'abord ton cheminement, de situer aussi ce dont on est en train de parler, c'est-à-dire que l'industrie sait récupérer, agréger, et le leader, qui est Dassault Systèmes, a en fait su prendre l'imagination là où elle était pour développer ces outils dont on va parler. Ce qu'on va faire ensemble, c'est vraiment d'essayer d'explorer justement les cas qui permettent de comprendre la puissance de ces outils industriels. Allons-y. Allons-y. Voilà. Alors, je vais faire un peu une approche un petit peu professeur. Pas trop. Pas trop. Pas un trop petit professeur, un petit peu. Mais en tout cas, je voudrais vous essayer de définir. Hier, il y a eu quelques tentatives, j'ai pris des notes d'ailleurs, pour essayer de définir c'est quoi l'immersion. Et donc nous, depuis longtemps, on a une définition assez précise, à la fois dans le monde académique et puis dans les professionnels, en fait, qui pratiquent ces technos depuis de nombreuses années. Et en gros, s'il fallait définir ce qu'est l'immersion, alors nous on l'appelle l'immersive virtuality, IVY, bon, peu importe comment on l'appelle, ça serait l'immersion virtuelle. Une immersion virtuelle. En français. Voilà. Et si possible, on reste IV. Cette boucle action-perception, cette boucle sensorimotrice, c'est quelque chose de clé. C'est-à-dire que quand je suis, par exemple, avec un casque, ou dans un cave ou dans n'importe quel système, quand je bouge la tête, je fais une action, l'expérience comprend et sait que j'ai bougé la tête, l'expérience réagit, et je vais percevoir, en fait, une nouvelle image qui est décalée, qui est le résultat de mon action. Et donc ça, c'est une boucle fermée. Et c'est quand même très particulier. Et c'est une boucle fermée, si elle est très rapide, quelques dizaines de millisecondes, 20, il va se passer un truc très particulier dans le cerveau. Et ce qui se passe de particulier dans le cerveau, c'est que la partie profonde, donc le cerveau limbique, le cerveau reptilien, toutes les zones de notre cerveau qui sont en charge de la partie sensorimotrice, justement, sont activées. Mais ce n'est pas uniquement la partie sensorimotrice, c'est aussi toute la partie émotionnelle, toute la partie limbique, donc le siège des émotions, et aussi le siège de la mémorisation, par exemple, ou le siège de décisions qui sont extrêmement rapides. Roland Jouvent, que je cite souvent ici, parce que dans son bouquin « Le cerveau magicien », que je vous recommande vraiment, lui prend cette métaphore du cheval et du cavalier qui me paraît très appropriée, pour dire qu'en fait, notre cerveau profond, c'est un cheval qui réagit, qui agit sans se poser trop de questions, mais qui est très animal, justement. Et le cavalier, c'est notre néocortex, c'est notre capacité à réfléchir, à raisonner, à structurer, à rationaliser, etc., vient donner des instructions, mais il ne contrôle pas complètement le cheval. Pour ce que tu dis, c'est que la force de la réalité virtuelle et de beaucoup de dispositifs immersifs, c'est donc de parler au cerveau profond. Exactement. Au cerveau qui réagit avant celui qui est. Et donc ça donne aussi une idée de la puissance de ces outils, puisque finalement on s'adresse à nos tripes un peu, à nos réactions instinctives, autant qu'à notre perception rationnelle. En tout cas, avant notre rationnel. Et il y a des choses qu'on sait faire au cheval. Par exemple, hier, on a entendu HypnoVR, qui utilise la technologie de VR pour faire de l'hypnose. C'est parce que la perception venue du casque, en l'occurrence,
va directement endormir celui qui l'écoute. Alors, c'est pas vraiment endormir, je pense, c'est plutôt un état de conscience modifié. Ouais. Mais cet état de conscience modifié, d'une certaine manière, il éteint le néocortex et la raison qui va dire oui, je suis en train d'être opéré, donc on est en train de me charcuter, donc ça va me faire mal. En fait, il se laisse embarquer et le cheval vole. Donc, cette vérité-là qui est importante pour toi, elle est clé dans ce qui se passe dans l'industrie, parce que c'est une des raisons pour lesquelles c'est un formidable outil de formation, par exemple. Exactement, et de marketing, et je vais y venir. Ouais. Mais donc en gros, grâce à cette boucle fermée et du fait qu'on est en mesure de stimuler la partie profonde du cerveau, on crée une surface de contact en fait, entre l'utilisateur et le virtuel qui est bien plus grande que ce qu'on aurait avec on va dire un dispositif non immersif. Et en fait, pourquoi on fait tout ça ? Un petit peu de contribution théorique, mais je vous laisse regarder pas trop. Dis-nous. C'est qu'on crée de la présence, en fait. Ce qui est très important quand on fait de la VR en particulier, ou de la R avec ce qu'il faut de... La réalité virtuelle, donc voilà, avec des casques, ou de la réalité augmentée. Ou AR, réalité augmentée, je me slide là-dessus, c'est qu'on crée de la présence. Et la présence, c'est quelque chose justement qui est étudié par les scientifiques depuis des années. Et c'est pas anodin, il se passe vraiment des choses. Miles Slater, googlisez-le, c'est le grand pape de ce sujet. Ce que j'ai trouvé de toute façon dans toutes nos discussions, non seulement préparatrices, mais aussi dans toutes les discussions avec la FXR, c'est qu'on comprend à t'écouter qu'il y a eu des dizaines d'années de recherche, qu'il y a des laboratoires, qu'il y a des scientifiques, qu'il y a beaucoup de gens qui sont en train de chercher et d'analyser tout ce qui se passe. Ah mais oui. Et c'est ce qu'on partage aujourd'hui pour donner le décor et le cadre. Alors justement, là on voit un petit peu de wording, hein, voilà, ouais. mais en fait la réalité mixte, c'est pas un truc que Microsoft a inventé il y a quelques années en sortant l'HoloLens. En revanche, ils surfent sur la confusion de façon très habile, mais en gros c'est tout un continuum qui a été théorisé en 1994. Et donc aujourd'hui on parle beaucoup de XR pour whatever R, que ce soit AR, VR, NR. Alors ça c'est une des caractéristiques de l'industrie, c'est que autant dans le monde culturel, on va insister sur la perception, le grand palais immersif, on va insister sur l'individu, parce qu'on parle, je dirais, le langage du grand public, et de l'émotion. Dans l'industrie, à la fois parce qu'il y a beaucoup d'ingénieurs, et aussi parce qu'il y a beaucoup de scientifiques, il y a une réalité de classification, d'expérience. Disons qu'effectivement, les scientifiques aiment bien structurer la pensée, parce que ça aide à la cognition, par définition. Et donc oui, on utilise des mots qui sont assez précis pour être sûr de bien parler de ce qu'on parle. Nous, on avait choisi Immersive Virtuality chez Dassault Systèmes pour parler vraiment de ce qui se passe du côté de l'utilisateur, et donc parler d'immersion, comme ce que tu utilises dans le kiff, le I du kiff. Ouais. Donc vraiment le ressenti. Et sinon, tous les XR, c'est de la technologie. C'est ça, ce sont des acronymes inventés, souvent déposés. Mais non, justement. D'accord. Bon, continuons parce que si. Alors, on parlait tout à l'heure d'un peu d'histoire, hein, parce que tu disais ça fait 10-15 ans que les gens s'intéressent à la VR dans le monde scientifique. En fait, c'est beaucoup plus ancien que ça. Dans les années 90, on avait vraiment déjà des pionniers, donc plutôt dans les centres de recherche académiques ou régionaux, qui avaient investi des très grands systèmes, des caves très chers, qui coûtaient des millions d'euros, parce qu'ils voulaient étudier en quoi ces techno-immersives pouvaient apporter quelque chose dans le monde de l'industrie. Donc les années 90, continuons. Dans les années 2000 et quelques, les industriels comme PSA, par exemple en France, ont commencé à s'équiper eux-mêmes de grands systèmes très chers, qui avaient réduit leurs coûts d'ailleurs, parce que les PC sont arrivés, etc. Et il y avait des business units dédiés pour traiter en fait des problématiques. Enfin, il y avait un centre d'innovation immersive pour traiter les problématiques des business units qui venaient avec leurs données et on verra pour quel genre d'usage. Et puis sont arrivés les casques portés par le marché grand public, Oculus, Vive, donc Vive surtout parce que vraiment penser B2B, corporate, etc. Et qui ont commencé à permettre des déploiements à des coûts réduits par 100. En gros, un cave, l'unité, c'était le million. Là, on s'équipe avec des systèmes où l'unité, c'est une dizaine de milliers en prenant une très grosse bonne machine. Donc c'est là où on sort du laboratoire, on va dans l'industrie, où en fait, on commence à pouvoir déployer. Labo, industrie très spécialisée, industrie beaucoup plus démocratisée, où c'est directement les business units qui viennent s'équiper sans passer par l'IT. Le sous-titre de cette discussion, c'est les défis industriels de l'immersion, dans les deux sens, c'est-à-dire à quel moment l'immersion devient un outil industriel et aussi le défi qu'elle va poser, on en parlera tout à l'heure. Donc là, effectivement, ça devient un outil industriel au milieu des années 2010. C'est-à-dire pour faire de la formation, pour faire... Eh bien, on y vient. Voilà, allons-y. Et je vais zapper la prospective. Mais en gros, demain, on va voir le cloud, les marketplaces et en fait des déploiements qui vont être vraiment pour tout le monde, quoi. Ok.
On en parlera beaucoup dans le kiff, mais c'est important de voir que ça a déjà été anticipé. Mais oui. Je vais utiliser ce modèle, je regarde tout le temps là, mais c'est pratique, mais pour expliquer un petit peu pourquoi et comment en fait on déploie ces systèmes, enfin, ces expériences. Et en gros, si on prend l'humain comme un système, il y a des entrées et des sorties au niveau plutôt de son cerveau et de son corps. Et donc, en fait, on fait rentrer des choses dans le cerveau, des concepts, on fait sortir des insights, des idées, des inspirations, et tout ça à travers une boucle, une expérience qui est aussi simple et naturelle que la réalité. Voilà, s'il fallait définir en fait ce qu'on fait, c'est ça. Et on va voir dans les différents usages, le long du cycle de vie du produit, comment tout ça, ça se décline. Donc ça, c'est quelque chose de très générique. N'importe qui dans l'industrie commence à réfléchir à quoi sert, qu'est-ce qu'on va faire comme produit, à quoi ça va commencer à se ressembler, première phase. Après, on passe à des modes de développement et de simulation du produit. Puis, on fait du manufacturing, on développe les outils de fabrication. C'est pas après, en fait, c'est en parallèle, hein, bien sûr. Donc ça, c'est un des éléments clés de l'immersion pour l'industrie, c'est qu'on sait aujourd'hui mesurer ce qu'elle fait gagner en temps de développement, en temps de fabrication des produits. Ce que Sébastien Massard m'a raconté quand on préparait, c'était effectivement dans Dassault Systèmes, c'était des ingénieurs qui ont commencé à se poser la question de la fabrication d'un avion, et dans les années 70, on décidait qu'on pouvait faire de la 80, on pouvait faire de la simulation plutôt que de faire de la soufflerie, ou en tout cas ils ont virtualisé. Voilà, ils ont virtualisé les essais. Voilà. C'est de là d'où Dassault Systèmes a commencé à devenir une activité indépendante de l'industrie d'aviation traditionnelle. Exactement, et adresser bien d'autres industries en adressant. Donc c'est la simulation dans plusieurs étapes de la fabrication d'un produit. Oui, exactement. Donc oui, on fabrique, et puis il faut promouvoir, vendre, et après il y a toute la partie maintenance, after sales et compagnie. Donc ça c'est très générique. Et ce que nous on a commencé à essayer de théoriser et d'expliciter, c'est un peu ce que je vais vous montrer, c'est finalement il n'y a pas 10 000 cas d'usage. C'est des cas d'usage qu'on va retrouver à différents moments du cycle de vie, mais qui en fait sont basés sur la même proposition de valeur. Allons-y directement parce que là, tu veux nous dire les 6 essentiels et puis on va rentrer dedans parce que là c'est typiquement le genre de slide. Voilà. Alors quels sont les... Voilà. Donc le premier c'est la conception, en gros le prototypage. Donc attends, tu vas trop vite par rapport au slide. Je vais te laisser le clic. Non, vas-y. Non, c'est parce que, comme c'est en anglais, il faut toujours faire attention. Up Thinking and Design, c'est la conception. Donc voilà, ça c'est la conception amont. Après, dans la partie engineering et simulation, donc quand on commence à sortir des outils vraiment de CAO qui permettent de concevoir et puis après de fabriquer. Les pilotes, les prototypes. Les prototypes sont plutôt dans le Up Thinking and Design, et là on commence à rentrer dans le dur, c'est-à-dire qu'on va remplacer au début par exemple une animation qui dit voilà, la portière elle s'ouvre comme ça, par un rail sur lequel il y a un truc qui va dedans, un moteur, etc. Donc et ensuite la fabrication, je te pousse, la fabrication, pour que tout le monde voit le cycle. Manufacturing, c'est la fabrication. Voilà, donc c'est les outils de fabrication, comment on design et conçoit le poste de travail de la personne qui va être en train d'assembler ou de monter, etc. Et marketing and sales, c'est les ventes. Ouais, mais je vais y revenir. Et ownership, qu'est-ce que ça veut dire C'est la maintenance. D'accord, la maintenance. C'est le support. C'est en fait la fin de vie, en fait, c'est la phase où, effectivement... Et donc, l'expérience de Dassault Systèmes, c'est que toutes ces phases sont des phases où il y a maintenant de l'immersion. Exactement. Voilà, donc dans chacune de ces phases, on a des solutions qui viennent se plugger sur celles qui ne sont pas immersives, qui travaillent, typiquement ce qu'on voit là à l'écran. On était sur un outil de design très classique avec une tablette Wacom Cintiq, et là, la designeuse, elle commence à mettre son casque, à rentrer à l'intérieur de son design et à le modifier, à l'ajouter et à l'éditer en VR. Qu'est-ce que c'est comme produit là? Ça, c'est CATIA Natural Sketch. CATIA Natural Sketch, c'est le fameux système Dassault Systèmes qui permet de faire de la modélisation. CATIA, c'est le fameux système qui permet de faire de la modélisation. Et là, on est plutôt dans une solution dédiée aux creative designers. D'accord. C'est-à-dire qu'ils peuvent imaginer un produit, le modéliser et puis jouer avec.
Et après, on va continuer. Ce produit, il va être présenté en tant que concept. On va prendre des décisions dessus. Puis si on va dire go, c'est un produit qui sert à quelque chose, enfin dont l'expérience est intéressante, on va le designer. Donc c'est ça, un outil de vente interne, en fait. Oui, c'est ça. C'est plutôt que, enfin, on développe, on imagine, on fabrique. C'est bien de l'imaginaire que vient l'industrie. On fabrique, hein, et puis on teste ensuite. Voilà. Mais là, il y a une révolution qui est en train d'arriver. Alors là, qu'est-ce qu'on voit là? Donc, ce qu'on voit en haut, c'est une séance de créativité, de co-création chez CoDesignIt, qui est un de mes partenaires, où des groupes de travail ont comme job d'imaginer un nouveau produit ou un nouveau système, peu importe lequel c'est. Mais en fait, ils sont en train de travailler avec la personne qui a le casque. C'est un autre groupe qui travaille sur la prochaine session. Et là où ça devient extrêmement intéressant, c'est que dans les phases de conception de produits, grâce aux technos immersives, et à la VR en particulier, on va pouvoir inclure des populations qui jusque-là étaient exclues de la 3D. Et on en parlait un petit peu hier, le gap qu'il peut y avoir entre le monde des créatifs et le monde des ingénieurs, justement dans cette phase où le créatif va passer son concept au développeur du contenu ou de la bagnole, il est critique. Donc là, c'est la co-création, vraiment. Voilà. Donc là, on va pouvoir associer non seulement donc, des professionnels du design, mais aussi le public à qui c'est destiné, mais aussi les revendeurs du produit en question, mais aussi les employés de la boîte. Donc là, c'est bien la fameuse UX, User Experience. Donc voilà, c'est concevoir l'expérience utilisateur finale de l'utilisateur. Avant même que le produit ait été même fabriqué. Mais avant même qu'il soit modélisé par des designers industriels, où là, ça commence à coûter cher à faire. Ouais. Donc on est bien au cœur du gain de productivité et du gain tout court quand on développe des nouveaux produits grâce à l'immersif. En tout cas, on ne fait pas le produit, on l'imagine, on se projette dedans, on l'utilise sans l'avoir physiquement, puisque justement il y a cette faculté. On en fait l'expérience alors qu'elle n'existe pas, mais pour le cerveau elle existe, c'est ce que tu disais tout à l'heure. Et à partir de là, on peut tirer des conclusions pour éviter de faire un certain nombre d'erreurs ou trouver des solutions. Très précisément. Donc ça c'est vraiment le grand usage clé. Après, il y a un des grands usages qui est vraiment plus dans l'ingénierie, c'est ce qu'on appelle la capacité, understand complexity. Alors là, c'est un jouet, là? C'est une voiture en 3D? Alors, ce n'est pas une voiture jouet, c'est une vraie voiture qui a été simulée dans les outils de simulation, simulés en l'occurrence, et c'est le résultat d'un crash test virtuel. Donc ça, c'est typiquement le genre de choses que la système commercialise, c'est des outils pour simuler, par exemple, un crash, ou par exemple des écoulements fluides d'aérodynamisme sur une voiture, ou simuler n'importe quoi. Et donc ce qui est possible grâce à ces technos immersives, à la VR, à la XR, c'est d'aller manipuler ce grand ce qu'on voit là, c'est l'impact d'un choc sur une voiture, et tout a été, les données, les datas ont été rentrées. Voilà, le calcul a été fait. Le calcul a été fait. Si la voiture roule à 200 km/h et qu'elle rencontre un objet, on va pouvoir simuler. Et là, ce qui est intéressant, c'est que la personne qui est en train de manipuler ce système-là peut le regarder sous toutes les coutures, dans tous les sens, parce qu'il a beaucoup de degrés de liberté. Donc c'est un peu comme dans la vraie vie. On est dans une pièce, on rentre, et puis, tiens, mais attends, c'est quoi ce truc? Et on s'avance, et on soulève un truc, etc. Et ça, c'est parce que précisément le cerveau, finalement, joue le jeu. C'est ce que tu disais au début. Il a l'impression, en fait, il joue le jeu, il est à fond dans l'immersion, si je veux dire. C'est ça, tu es dans le flow. Et c'est pas ta réflexion qui dit, alors attends, je cherche un machin. Alors souvent, je fais une équation. Voilà, souvent, c'est sous les fils que se trouve le problème. Donc, alors, je vais aller regarder sous les fils. Voilà, ça, c'est une approche, on va dire, cognitive, d'ingénierie. Ouais. Nous, ce qu'on cherche, c'est vraiment le truc instinctif qui fait qu'on fait ci et ça par sérendipité, de façon très très spontanée. Et ça s'est révélé là aussi extrêmement productif, puisque j'imagine que tous ceux qui ont travaillé avec ces outils ont pu comprendre beaucoup de choses en faisant l'expérience. Voilà, et donc dans des caves, ça fait 15 ans que les gens observent des maquettes très très compliquées, par exemple de voitures, où il y a à la fois des câbles électriques, la soufflerie, la tôle, la garniture, et comme ils travaillent tous en parallèle... On comprend comment Dassault Systèmes gagne sa vie finalement. Vous vendez ces logiciels, ce système CATIA,
Et en fait, les industries gagnent énormément de temps, d'argent aussi, et développent beaucoup plus vite ou beaucoup plus fort des produits, font des expériences qui auraient été soit impossibles, soit très très coûteuses. Ouais. Voilà. Donc Voilà. Et la VR, je répète ça parce que ouais. je pense que c'est fondamental pour que tout le monde comprenne ce que cette révolution-là veut dire. Très concrètement, c'est des gains de productivité, une Voilà. puissance de développement de produits qu'on n'imagine même pas aujourd'hui. C'est vraiment extrêmement... parce que si tous ces systèmes sont répandus dans l'ensemble de l'industrie, c'est l'industrie qui produit mieux, en tout cas qui peut-être... Exactement. Mais ce que maintenant on est capable de faire grâce à la démocratisation de ces systèmes-là, c'est de diffuser des versions enfin en tout cas immersives, qui rendent encore plus productifs en fait ces outils-là. Parce que c'était le sous-titre de cette séance, c'est plus productif, plus immersif, plus productif. Et toi, tu dis oui. En fait, on est aussi un peu un homme augmenté, quoi, en faisant ça. Ben, on a des super pouvoirs, d'une certaine manière, grâce au fait qu'on va utiliser d'autres parties de notre cerveau qui jusque-là sont peu sollicitées et qui sont beaucoup plus rapides. Des super-héros, quoi. Allez. On arrive à la partie formation, donc, qui intervient plutôt dans les cycles de manufacturing, de vente ou de maintenance. Oui, parce qu'en fait, il y a de la formation partout. Oui, en fait, une fois que le produit commence à exister, le produit ou la chaîne de travail ou n'importe quoi qui est en train d'être conçu, il va bien falloir, enfin, il est très naturel, de donner à apprendre à bien utiliser ce qu'on a conçu. Et donc, pour ça, il faut former. Alors, on forme grosso modo à deux choses, soit des gestes techniques, donc c'est ce qu'on fait par exemple, le cheval. Simulateur. Ah oui, non, mais dans tous les cas, ça va être le cheval. Hein. Là. Un simulateur de conduite, un simulateur de vol, c'est une machine compliquée à conduire, donc on fait des simulateurs pour appliquer des joints d'étanchéité, de la bonne vitesse, de la bonne manière, voilà. La plupart des pilotes aujourd'hui apprennent tous à voler sur des simulateurs. Et ils volent très très bien. Voilà. C'est pareil pour, par exemple, des ouvriers, des compagnons qui sont sur une chaîne de travail. On va leur donner à faire sur des simulateurs, soit pour le geste, comme je disais, mais surtout et beaucoup pour des séquences, des procédures. Parce que quand on assemble une voiture, encore une fois, il ne faut pas commencer par le boulon machin ni le boulon bidule. Et dans un avion, c'est encore pire parce que c'est extrêmement régulé. C'est-à-dire que la qualité et la conformité entre le plan qui a été certifié et ce qui est fabriqué doit être absolu. Donc il y a une chaîne de contrôle qui est extrêmement forte. Et donc, être accompagné dans une séquence à faire permet donc de la retenir. Et ce qu'on fait grâce à la VR, c'est qu'on fait rentrer cette connaissance dans le cerveau et elle va durer beaucoup plus longtemps pour les mêmes raisons qu'un TP, quand on est à l'école et qu'on dissèque une grenouille ou n'importe quoi. Faire un TP, engager le corps dans le processus, donc solliciter ces parties profondes du cerveau ou marcher quand on est en train d'apprendre. Ce qu'on voit là, hein, la personne là, est en train de vivre. Exactement. Et donc là, le cerveau enregistre mieux. Et il y a aussi une meilleure compréhension de l'ensemble du process et une meilleure mémorisation. Exactement, un meilleur transfert entre le virtuel et le réel, donc des gains de productivité aussi au niveau... Et le contrepart de ça, qui est plutôt de la réalité augmentée, alors là, c'est ce qu'on voit... Donc réalité augmentée, c'est j'ai un outil, un téléphone ou un écran. Forcément. Pas forcément. J'ai un monde réel dans lequel je vais rajouter de l'information qui est digitale. Donc dans cet exemple-là, on vient projeter sur une carcasse d'avion les instructions pour dire, voilà la rangée que tu dois remplir, voilà telle vis que tu dois visser, voilà quel couple tu dois mettre sur ta clé de serrage. Et du coup, on a une qualité de montage et une efficacité de montage qui est bien plus grande. Et pour l'utilisateur, une baisse de sa charge cognitive. Parce que ça, c'est très important. C'est que si on est tout le temps en train de regarder les instructions, puis monter, puis regarder les instructions, puis monter... Ça, c'est quand on fait un meuble Ikea. Et bien, c'est ça. Ça, c'est le meuble Ikea. Et bien, le meuble Ikea, ce que nous promet la réalité augmentée, soit projeté, soit le jour où on saura le faire à grande échelle avec des lunettes,
c'est d'avoir les instructions sur le meuble direct. Ouais. Et que le trou dans lequel il faut mettre la vis, il clignote, et on fait ça, et on sait que c'est là, et il nous dit c'est bon, et tu fais ça maintenant. Donc on a des chances de mieux... On se prend moins la tête. Donc on réduit la charge cognitive. Pourquoi? Parce qu'on est dans un seul contexte unifié de réalité et d'information. Donc ça, c'est extrêmement... ça, c'est un des aussi, très grands domaines de en pure déploiement. économie, c'est des gains de productivité, de la pénibilité au travail. Exactement, moins de risques musculo-squelettiques, de troubles musculo-squelettiques, oui. Donc là aussi, c'est pas des gadgets, quoi. Je le dis, je le répète. Clairement, et vous allez voir à la fin, je vais vous montrer ce qu'on vend. Je veux dire, nous, ça fait au moins 5 ans qu'on a des outils qui sont déjà dans l'industrie déployés, quoi. Et je vous parle de nous. Après, on est sur le cycle de commercialisation. Donc la première chose, c'est promouvoir le produit qu'on est en train de mettre sur le marché. Donc typiquement, une conférence de presse, une annonce, un salon, un événement, une expérience en ligne. Et là, ce sur quoi on va surfer, c'est le wow effect, clairement. Le wow effect est un outil industriel pour promouvoir en fait des produits, des solutions, parce qu'on va faire rentrer des messages clés dans la tête de l'utilisateur qui Alors ça, c'est un va le retenir. sujet extrêmement sensible. C'est qu'effectivement, avec ces outils, parce qu'on n'est pas naïf, il y a un risque aussi de manipulation. Et oui. Elle est encore plus puissante. Elle est encore plus puissante. On y reviendra, c'est un sujet d'éthique. Alors on voit bien l'avantage pour l'éducation, on voit aussi les risques. C'est vraiment une manière de se donner le beau rôle en disant que ça sert à l'éducation, et il faut aussi avoir conscience, et ce sont des sujets notamment qu'AFXR travaille beaucoup, de l'engagement et des questions éthiques. Allons un peu plus vite parce que c'est si passionnant. Voilà. Et puis, dernière, la vente en tant que telle. Ce qu'on voit là, c'est comment la marque DS a déployé alors je crois qu'on a atteint le millier de concessions, en mettant dans leur lieu de vente, donc, un siège vide avec juste un casque. Et donc là, on est sur un fond vert parce que ça va permettre de faire la vidéo et de montrer comment ce qui se passe. C'est l'expérience à l'intérieur de la voiture. Voilà, donc on est dedans. Donc ça veut dire que quand on sera sorti des dispositifs aussi volumineux et lourds, j'irai chez un concessionnaire ou même je resterai chez moi et je mettrai la paire de lunettes Apple ou Facebook ou Oculus ou je ne sais pas laquelle, et puis je pourrai voir, comprendre. Donc et physiquement, j'aurai l'impression, comme celui qui apprend, d'être dans cet espace, dans cet habitacle. Exactement. Mais ça, c'est pas de la fiction, ça. Ça, c'est plus de 1000 concessions. Et on sait combien de personnes l'ont utilisé? Il y a 1000 concessions de Citroën, en fait, c'est ça? Oui, c'est DS. Enfin, c'est une marque du groupe PSA. Voilà. Donc là, ça veut dire qu'on a déjà basculé. C'est déjà une réalité. Parce que le retour sur investissement, il est évident. Et ça crée des mutations dans la société. Parce que, en gros, on a besoin de 4 mètres par 4 mètres et d'un casque. Donc, quelques mètres carrés. Donc, ça veut dire qu'on va pouvoir acheter des voitures dans un centre commercial ou dans un corner d'un supermarché. Tu as moins besoin d'avoir d'espace. Donc, tu ne vas pas aller en banlieue, parce que là, il y a de l'espace qui coûte très, très cher. Je voudrais te remercier d'avoir été un super pédagogue.